Bien, merci beaucoup d'être venu. Donc, je suis vraiment très content de faire cette session avec FinTecture. FinTecture qui partage notre ADN en matière d'innovation. Et je suis très content de les avoir rencontrés il y a quelques années, quand à l'époque ils proposaient quelque chose qui ne se faisait pas du tout. Donc l'open banking, vous avez décidé d'ouvrir un nouveau moyen de paiement. Et c'est vrai que c'est pas quelque chose qui est très commun en matière d'innovation, de se dire on va révolutionner le paiement en ligne. Et comme c'est vraiment quelque chose que l'on cherche, alors pour celles et ceux qui travaillent avec nous depuis longtemps, vous savez qu'on cherche toujours à trouver de nouveaux moyens de collecter en ligne. Un de ces moyens, c'est évidemment les moyens de paiement. Et donc c'est la raison pour laquelle, assez naturellement, on a décidé de travailler il y a quelques années avec FinTecture. Donc je suis vraiment très content d'avoir cette matinée co-organisée avec nos camarades de FinTecture. Donc encore une fois, merci beaucoup pour ce partenariat et merci beaucoup pour l'impulsion de vous donner aux moyens de paiement en ligne et pour cette matinée. Donc le programme de cette matinée, c'est simple. Je vais commencer par vous parler de sécurité. C'est super important, vous le savez, on en a déjà beaucoup parlé. Je vous assure que vous apprendrez des choses, je vous assure que vous partirez avec des exercices et des choses à faire dans vos organisations respectives, sauf si vous êtes vraiment parfait en la matière. Et je pense que personne n'est parfait, il faut être très humble en matière de sécurité. Ensuite, nos amis de FinTecture, alors je crois qu'on voit ma tête, donc je vais mettre quelqu'un. Ah ouais, on voit mieux aussi. Ensuite, FinTecture vous parlera d'innovation en matière de moyens de paiement, encore. Donc de nouveaux moyens de paiement dans lesquels on croit beaucoup. Et puis, Mehdi nous présentera une petite couche d'innovation en ce qui concerne nos applications. Je vais commencer sans tarder. C'est celui-ci pour switcher. Les flèches, ouais. Super. Je me présente je me pousse aussi un petit peu. En 3 mots, je ne passe pas longtemps dessus. Donc, je suis cofondateur et directeur général d'Erizer. Je suis spécialiste en sécurité, en fundraising bien sûr, en paiement en ligne, en sécurité et en analyse de données. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de sécurité. Est-ce qu'on voit les questions? Merci. Oui, d'accord. Je comprends. Donc, rapidement, évidemment, la sécurité, c'est une affaire, je pense, dans la tête de tout le monde, c'est une affaire de technologie. Évidemment, pour sécuriser les communications, le stockage, l'authentification, etc. Mais surtout, j'ai d'abord envie de vous dire, c'est une affaire de tous. Je vous ai juste pris de l'actualité de la semaine. Donc, ça, c'était avant-hier, donc plusieurs ports australiens qui se sont fait bloquer après une cyberattaque. Il y a 2 jours, c'était une grande banque chinoise. Il y a 3 jours, c'était WhatsApp. Bon, si je reviens un petit peu, parce que bon, là, ce sont des gros acteurs, on se dit, ils ont une grosse visibilité, donc c'est normal qu'ils se fassent attaquer. Je reviens un petit peu plus loin. Cet été, c'était les hôpitaux français, et puis la Suisse, l'armée, la police. Donc c'est quelque chose d'usuel. Et on a tendance à dire, je suis désolé pour le côté anxiogène, je vais essayer de ne pas être anxiogène, je vais vous donner toutes les clés, évidemment, pour que vous puissiez maîtriser la sécurité de votre château. Mais en matière de sécurité, on ne dit jamais, est-ce que ça va m'arriver, mais quand ça va m'arriver. Et il faut vivre avec ce risque, et il faut savoir le maîtriser, et donc faire ce qu'il faut en la matière. Et donc, en la matière, précisément, la sécurité, c'est surtout une affaire de choix. Tout ce que l'on fait est potentiellement dangereux. Il faut juste savoir quel risque l'on prend quand on prend une décision. Donc, la sécurité, c'est affaire de contrainte. Vous pouvez décider de vous embouler de papier bulle et il ne se passera rien, ou vous pouvez décider d'accepter de vous cogner, mais en maîtrisant les murs sur lesquels vous vous cognez. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais juste vous donner... on va reculer un certain nombre de choses pour que vous ayez conscience du prix en matière de sécurité de vos propres choix. Donc principalement, évidemment, en fundraising digital. Quand on parle avec vous en matière de formulaire de dons en ligne, vous faites des choix. Ils sont parfois discutables. En tout cas, ce sont vos choix. Ce qui est important pour moi, c'est que vous sachiez ce que vous êtes en train de demander et ce que ça veut dire. Donc, on va faire un petit focus sur la RGPD, puisque la RGPD n'est pas uniquement affaire de consentement, c'est aussi affaire de sécurité. La CNIL, le gendarme de la RGPD, a défini quelles étaient les obligations en matière de sécurité.
Donc je rappelle juste qui est qui, le responsable de traitement. Alors je pense que tout le monde sait à peu près, mais je fais juste un petit rappel. Hein, le responsable de traitement, c'est la personne morale ici qui détermine les finalités et les moyens du traitement. Et le sous-traitant, c'est celui qui va traiter pour le compte du responsable de traitement. Donc, en tout état de cause, sur le formulaire de don en ligne, le CRM, votre site web, le responsable de traitement, c'est vous, c'est personne d'autre. Et le sous-traitant, eh bien, ça va être votre prestataire, si vous travaillez avec un prestataire en la matière. Donc, en ce qui concerne le formulaire de don en ligne, pour la plupart d'entre vous, c'est vous. La règle. Alors, la règle de la CNIL, hein, le responsable de traitement est astreint à une obligation de sécurité. Hein, c'est pas juste peut-être que si vous avez envie, vous allez mettre de la sécurité. Non, vous êtes responsable de la sécurité des données que vous avez en charge. Vous devez prendre les mesures nécessaires pour garantir la sécurité des données que vous avez collectées et éviter la divulgation à des tiers non autorisés. Le sous-traitant, lui, va avoir des obligations de transparence par rapport au responsable de traitement et évidemment des obligations plus techniques. Qui dit obligation, dit sanction. Donc la CNIL, j'insiste là-dessus, ne sanctionne pas uniquement quand vous avez oublié de bien paramétrer vos cookies pour demander le consentement à vos donateurs. La CNIL peut vous sanctionner pour manquement à l'obligation de sécurité. Et je vais vous donner des exemples. Donc elle sanctionne le responsable de traitement dans tous les cas, le sous-traitant s'il est impliqué, mais si le sous-traitant est impliqué, nécessairement, le responsable de traitement est responsable aussi. Donc, rapidement, en matière de sanctions, ça va commencer par un rappel à l'ordre, une injonction à se mettre en conformité, mais quand il y a une injonction, c'est 100 000 € par jour de retard, une limitation temporaire ou définitive de droit de traiter les données, et puis des amendes, donc 10 millions, 20 millions d'euros à hauteur de 4% du chiffre d'affaires, ou en tout cas des revenus que vous allez avoir. La CNIL a aussi vocation à former et à informer toutes les organisations en ce qui concerne l'obligation de sécurité ou de recueil de consentement. C'est la raison pour laquelle la CNIL, en tout cas en France, puisqu'il y a des organismes, il y a un gendarme de la RGPD dans tous les pays, bien sûr, en France c'est la CNIL, ils aiment bien rendre public leurs décisions. Donc avec le nom de celui qui a été sanctionné, et puis la sanction. Alors, pas pour humilier les boîtes en question, sauf quand c'est Google et que le but du jeu, c'est de dire non mais vraiment, vous ne respectez pas le consentement. C'est plutôt pour que tout le monde comprenne bien quelles sont les bordures de ce qu'il faut, de ce qui est acceptable et de ce qui n'est pas acceptable. Donc quand c'est rendu public, c'est en gros notre jurisprudence pour essayer de comprendre ce qui est attendu dans les détails, parce qu'un texte réglementaire, c'est parfois compliqué à interpréter. Donc je vais vous passer juste les 5 exemples qui sont sur le site de la CNIL. Donc Free récemment a été condamné à 300 000 € parce que les mots de passe générés à la création des comptes utilisateurs n'étaient pas assez robustes. Hein, donc la taille des mots de passe n'était pas suffisamment longue. Donc sanction. Et alors le pire de tout, ne jamais, on y reviendra hein, parce qu'on se dit bien sûr, on l'a entendu 1000 fois. Mais je sais en fait que tout le monde ne le respecte pas. Les mots de passe, ça se transmet pas en clair. Et quand ça se transmet en clair et qu'en plus ils sont pas assez robustes, ça donne ça. Ça donne quelque chose de pas très sympa. Mais en même temps, c'est vraiment mettre en danger ces utilisateurs d'avoir une politique de mots de passe pas robuste et de transmettre les mots de passe en clair. Infogrève de 150 000 € parce qu'elle n'imposait pas l'utilisation de mots de passe robustes. Donc là, c'est juste parce qu'elle n'imposait pas. Free, c'est eux qui généraient les mots de passe par défaut, ils n'étaient pas assez robustes, donc sanctionnés pour ça. Infogrève, c'est parce que les contraintes de création de mots de passe n'étaient pas suffisamment robustes. Et aussi, ils ont transmis des mots de passe en clair. Donc, encore une fois, ça c'est jamais. Si vous voyez un mot de passe en clair passer, dites-vous qu'il y a un gros problème. Un laboratoire de biologie, un éditeur plutôt, qui n'avait pas de procédure pour migrer les données, qui ne chiffrait pas les données personnelles, qui n'effaçait pas automatiquement ces données, l'absence d'authentification pour certains accès, des comptes utilisateurs partagés, on reviendra dessus, puisque je sais que beaucoup de nos clients partagent des comptes utilisateurs, ça c'est complètement interdit, et l'absence de procédure de supervision. Tout ça, sanction, 1,5 million pour ça. Quand même, le tarif est un petit peu costaud, mais c'est un petit peu normal. Et puis, peut-être le truc sur lequel vous pouvez plus vous projeter, parce que là, ils ont précisé qu'il y avait un responsable de traitement et son sous-traitant, quand bien même c'est le sous-traitant qui gère l'affaire. En fait, ça arrive, et ça arrivera, j'ai envie de dire, probablement à tout le monde, de se faire attaquer. Ok, on se fait attaquer,
Et en se faisant attaquer, une société a fait en sorte que des hackers pouvaient tester les mots de passe. Les mots de passe n'ont pas forcément été volés chez eux, mais ont été volés ailleurs. Et généralement, et ça c'est un problème, beaucoup d'utilisateurs sur le web réutilisent les mêmes mots de passe. Ce qui fait que si on vole votre mot de passe sur LinkedIn, eh bien on va essayer de tester votre mot de passe ailleurs, sur la SNCF, sur les impôts, etc., puisque la plupart d'entre vous réutilisez le même mot de passe partout. Probablement un vieux mot de passe AOL qu'on vous a donné dans les années 2000, parce que vous avez l'impression qu'il était robuste. Et donc, ce qui se passe, c'est qu'eux ont été sanctionnés parce que des hackers avaient une base de données de mots de passe et ont pu les tester chez eux, parce qu'ils n'implémentaient pas grand-chose pour empêcher les hackers de tester les mots de passe. Donc, en l'occurrence, la CNIL a dit que vous auriez dû limiter le nombre de requêtes autorisées par IP et vous auriez dû mettre des captchas pour les tests de mots de passe. Alors je précise, hein, tout ça c'est un coût. Hein. Un captcha, c'est pas gratos. Hein, quand vous vous en servez, et surtout en masse, ça coûte assez cher. Toujours est-il que vous voyez à peu près le niveau auquel se situe la CNIL en matière de sanctions et d'exigences. Donc ce que je vous disais, donc ça c'est issu du site de la CNIL, la violation du trimestre. Hein, ils marquent vachement bien les sanctions et puis ce qui se passe. Donc, des identifiants sont publiés généralement suite à une violation de données, donc quelque part, parce qu'il y a plein de plateformes qui ne sont pas sécurisées, dans lesquelles on peut récupérer les bases de données, et les mots de passe qui sont soit en clair, soit mal chiffrés, on viendra dessus, on récupère la liste, et en fait, on va les tester ailleurs, sur tous les sites qui sont peu sécurisés, parce qu'ils ne sécurisent en particulier pas le nombre de connexions. Et donc ensuite, sur ces sites-là, parfois des e-shops, bien la carte bancaire est enregistrée, alors on peut passer à la carte bancaire après pour en parler, mais en tout cas, on peut faire des achats directement sur les sites en question, ni vu ni connu. Donc, vos obligations. Ça, sur le guide de la CNIL, on ne va pas tous les faire aujourd'hui, on ne va pas avoir le temps, mais il y a la sensibilisation des utilisateurs, donc ça, on le fait aujourd'hui, on trouve que c'est important. Donc nous, on continuera à sensibiliser et former nos clients sur toutes les questions relatives à la sécurité. Tout ce qui est gestion du contrôle d'accès, donc l'authentification, gérer les habilitations, tout ce qui est supervision, c'est une obligation, la supervision, c'est-à-dire vérifier ce qui se passe, est-ce que c'est bien normal, est-ce que... Enfin, regardez en fait les journaux de qui s'est connecté à mes systèmes d'information, est-ce que c'est bien normal, parce que parfois, les attaques sont silencieuses, vous ne le savez pas, qu'il y a un intrus chez vous. Sécuriser, bon, après, il y a des choses plus physiques, et puis donc, ce qui va nous intéresser ici aussi, gérer la sous-traitance. Nous, on va traiter trois choses, bien gérer la sous-traitance, bien gérer votre politique d'accès et bien gérer vos demandes, donc votre surface d'attaque. Je reviendrai sur ce vocabulaire juste après. En matière de sous-traitance, il y a une règle qui est établie donc, par la CNIL, qui est la suivante. Le responsable de traitement doit, et pas peut, faire appel uniquement à des sous-traitants présentant des garanties suffisantes en termes de connaissances, en termes de fiabilité, en termes de ressources. Je le précise pour nous, et vraiment sans malice, parce que je m'étonne encore qu'il y ait beaucoup d'acteurs sur le même domaine que nous qui ne satisfont à aucune exigence de la CNIL en la matière. Nous sommes obligés d'avoir des connaissances spécialisées, donc nos ingénieurs sont habilités par la CPI et où sont des ingénieurs docteurs. Et nous avons des ressources dédiées, c'est obligatoire. Donc non, il n'est pas normal d'avoir un prestataire qui a une équipe de développement de 2 développeurs qui ne sont pas habilités par la CTI, dont on donne une casquette CTO, responsable sécurité, qui le font une fois tous les dimanches du mois. Non, ça n'est pas tolérable. En matière de ressources, il est nécessaire d'avoir une équipe dédiée. Donc un CTO qui est senior et qui est habilité CTI, on a un RSSI, on a un ingénieur cloud de sécurité dédié, on a un administrateur dédié qui va vérifier tous les jours tout ce qui se passe sur les serveurs et sur vos applications. Donc, politique d'accès. Les mots de passe doivent être robustes, blablabla, vous l'avez entendu, mais moins de la moitié de l'auditoire est conforme en la matière, et on va revenir dessus. Donc, je vais vous demander de prendre votre téléphone préféré, ou si vous êtes en ligne, de prendre votre ordinateur sur lequel vous êtes étalé sur cette URL-là.
Et vous devriez voir une première question s'afficher. Donc ça vous dit que ça n'a pas commencé, ça va se rafraîchir tout seul. Et vous allez avoir une première question. Est-ce que vous voyez bien la question s'afficher? Donc la première question c'est... Ah oui, je ne l'ai pas mise complète parce que c'est un petit peu long. Donc, en combien de temps, d'après vous, combien de temps un pirate a besoin pour trouver votre mot de passe s'il est alphanumérique, donc il a des majuscules, des minuscules, des chiffres de 8 caractères. Donc les choix sont 2 minutes, 2 heures, 2 jours, 10 mois, 10 ans, 3000 ans, 25 000 ans et 1 million d'années. Ah oui, pardon, peut-être qu'il y a des problèmes de connexion. Ah, alors, il y a des gens qui posent des questions sur le chat, non? Non, c'est quelqu'un qui disait bonjour. D'accord. J'ai envoyé un petit message. Ok. Alors, vous êtes une trentaine à avoir répondu. Donc, certains d'entre vous ont répondu 10 ans, d'autres 2 jours, 2 heures, majoritairement 2 minutes. Et oui, c'est que 2 minutes. Un mot de passe de 8 caractères. Même avec des chiffres, des minuscules, des majuscules, ça reste 2 minutes à craquer. Partout. Il n'y a pas besoin de... Même si le système est robuste en face. Donc, vous oubliez de votre mémoire tous les mots de passe. Pardon. Hop. Non. Hop. Donc, question suivante, ça va se rafraîchir. Et quid d'un mot de passe alphanumérique de 13 caractères? Donc, normalement, votre écran s'est rafraîchi. On est passé directement à la question 3. Non, c'est vrai? Ah. Essayez de rafraîchir, du coup, si vous rafraîchissez, peut-être que ça reviendra à la question 2. Non? Alors, je la fais. Rafraîchissez. Mince alors, un petit bug. Alors, pourtant, il y a plein de gens qui sont sur la question 2. Zut. Bon, alors la question 2, pour ceux qui ne la voient pas, c'est donc oui, d'un mot de passe alphanumérique de 13 caractères, 2 minutes, 2 heures, 2 jours, 10 mois, 10 ans, 3000 ans, 25 000 ans et 1 million d'années. Sur 13 caractères. Donc sur 13 caractères, on arrive déjà à 3000 ans. Donc c'est pour dire que la taille des mots de passe est extrêmement importante. On passe rapidement de 2 minutes à 3000 ans, ce qui est pas mal. Hein. Et juste pour le fun, donc la question 3, si vous la voyez déjà, si vous rajoutez des symboles et que vous arrivez à 14 caractères, et donc, est-ce que c'est 2000? Alors, c'est forcément plus de 3000 ans, 25 000 ans ou 1 million d'années. Non, vous ne la voyez pas, la question 3? Je vois qu'il n'y a personne sur la question 3. On a sur la de l'industrialisation mobile. Ah, patata. D'accord. Et dans votre URL, c'est toujours marché? Non, c'est AFF. Ah, ça a switché sur FF. Pardon. Donc, je veux bien que vous retourniez, sur retaper l'URL. Ok. Parce que ça s'est fermé pour certains, et quand ça se ferme, ça retourne sur la FF. Autant pour moi. Voilà. 14 caractères. Voilà, 14 caractères, alphanumérique avec des symboles. Il faudra même connaître la réponse à la question 3. Voilà, même si vous la connaissez. Du coup, c'est 1 million d'années. Donc, vous voyez l'importance de la robustesse et surtout, on passe vite d'un truc pas robuste à quelque chose de robuste. 7 caractères, on arrive à 1 seconde à craquer. Donc, juste oubliez vos jolis mots de passe, même s'ils sont très compliqués avec des points d'exclamation. 7-8 caractères, ça vaut rien. Pipi chat. Le partage des comptes. Donc, hop, s'il vous plaît. Alors, ce sera sans jugement. Sans jugement. La question donc, que vous devez voir afficher, c'est j'ai déjà partagé un mot de passe en clair avec un collègue. Je l'ai transmis en clair, ou alors on a un fichier avec les mots de passe. Ouais, bon, de toute évidence,
la légende n'est pas fausse. On arrive à 50-50. Donc c'est bien ce qui me semblait. Enfin, on le sait, la moitié des gens transmettent des mots de passe en clair. Bon, vous avez vu la sanction, hein, les fichiers en clair, vous oubliez. Donc parfois, parce que parfois il n'y a pas le choix. Parfois on partage un compte. Parce qu'on a un outil, on n'a qu'un seul compte. Alors normalement c'est interdit, on est obligé d'avoir un compte par utilisateur. Si vraiment vous n'avez pas le choix, il y a des gestionnaires de mots de passe. Vous n'utilisez pas un spreadsheet, vous n'utilisez pas Excel, vous n'utilisez pas Google Spreadsheet pour partager vos mots de passe. Pitié, vous utilisez Dashland, vous utilisez LastPass. Ah oui, ça coûte. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'en matière de la sécurité, ça coûte. C'est un coût. Et c'est ce qui fait que certains n'investissent pas trop. Je ne parle pas des responsables de traitement, je parle des sous-traitants. N'investissent pas trop dans la matière parce que ça coûte cher. Donc on peut faire baisser les prix, mais ce n'est pas tolérable du tout. Donc vous avez des comptes partagés, mais utilisez un gestionnaire de mots de passe, donc Dashland, LastPass, il y en a d'autres. Il n'y en a pas tant que ça, malheureusement, mais c'est pas le choix. C'est juste ne transmettez rien en clair, jamais. Et sinon, donc l'authentification, donc quelque chose que vous connaissez bien. Donc un mot de passe, ça se perd, ça se réutilise, malheureusement, ça se devine, ça se vole. Donc il est convenu depuis quelques années qu'un mot de passe n'est pas une protection suffisante pour du contrôle d'accès, pour de la politique de sécurité. Il faut donc a été introduit il y a quelques années la notion de MFA, Multi-Factor Authentication. Ça signifie qu'il faut plusieurs facteurs pour s'authentifier. Le mot de passe est le premier facteur, c'est le facteur le plus commun. Il faut un deuxième facteur, une deuxième chose qui nous permet d'être sûr que c'est bien vous. Une de ces choses, c'est l'IP, parce que l'IP, on viendra après, ça ne s'usurpe pas. C'est la seule chose sur Internet qu'on ne peut pas usurper, c'est l'IP de quelqu'un. Ou les OTP. Je vais expliquer ce que c'est. Donc d'abord, l'adresse IP. L'adresse IP ne peut pas être usurpée, c'est parce que ce n'est pas celui qui communique qui déclare son adresse IP. Hein, ça va être les maillons intermédiaires, le fournisseur d'accès. Alors, à moins que toute la chaîne soit corrompue, ce n'est vraiment pas de chance. En fait, vous ne pouvez pas usurper l'IP de quelqu'un. Donc si un utilisateur envoie une requête, voici mon mot de passe, la requête, donc l'application saura que la requête vient de l'IP 70.1.2.3. Si un pirate essaye de le faire, l'application saura que la requête vient d'une autre IP. Donc ça, au moins, quand vous avez et le mot de passe et l'IP, ça sécurise. Alors, ce n'est pas juste 2 fois plus. Il faut savoir que ce sont des probas. Donc, en fait, s'il fallait 10 ans pour deviner quelque chose et 10 ans pour deviner autre chose, et que vous utilisez les deux en combinaison, ça va vous faire 1 million d'années. Ça ne fait pas 10 fois 10. Enfin, c'est beaucoup plus robuste de combiner les différents éléments. Donc, le deuxième facteur d'authentification, l'IP, est une procédure de sécurité très intéressante en combinaison avec les mots de passe. Donc, pitié, quand vous le pouvez, déclarez les IP à partir desquels vous êtes censé vous servir des services critiques. Donc, de vos applis, donc sur notre plateforme de dons en ligne, vous avez la possibilité de déclarer les IP qui sont autorisés à se connecter au back-office. Les API, il n'y a pas le choix. Si vous utilisez des API et qu'on ne vous a pas demandé d'IP, on y reviendra après, il y a un problème. Il y a un problème sérieux. L'inconvénient, évidemment, c'est que de plus en plus, il y a des IP dynamiques, il y a des IPv6, parce qu'on est en manque d'IP. Toutes les IP ont été saturées dans le monde. Donc, on change d'IP et les IP sont dynamiques. Donc, si vous n'avez pas de VPN, c'est souvent le cas dans les organisations quand même, vous avez des VPN qui vous permettent de l'extérieur d'être vu toujours d'une IP fixe, même si, en tout cas, sur une plage d'IP qui est connue, ce qui vous permet de la déclarer dans les applications que vous utilisez. Mais en tout cas, puisque les IP sont principalement dynamiques et que ça pose problème et que tout le monde n'a pas de VPN, alors il y a l'OTP, le One Time Password, donc qui vient en complément, encore une fois, du mot de passe. Ça va être un token temporaire qui va être généré par une appli. Donc, on utilise le smartphone pour ça, Google Authenticator, FreeOTP ou autre. Je vais vous donner un exemple après parce que c'est super important. J'ai vu, encore une fois, que tous nos clients n'avaient pas activé cette option. Donc, l'OTP, ça marche comment? Vous allez dans votre application préférée, la nôtre, si vous faites du don en ligne, vous installez d'abord Google Authenticator ou FreeOTP ou quelque chose ou une autre appli qui va gérer le MFA par OTP, le plus connu étant celui-ci. Vous allez vous connecter au back-office, votre back-office préféré. Vous allez cliquer sur activer le MFA ou alors votre application est censée vous le demander plus ou moins automatiquement.
et votre application va vous montrer un QR code comme ça. Donc vous ouvrez Google Authenticator, vous flashez votre QR code, et dans votre application, Google Authenticator, vous allez voir votre nom d'utilisateur au nom de votre application, et en face, un mot de passe qui va changer toutes les 30 secondes. 30 secondes, 60 secondes, ça dépend, 60 secondes, je crois. Et donc, du coup, au moment où vous vous connectez, donc là, pour le confirmer, vous allez mettre le code que vous voyez, qui est un code à 4 chiffres. 6, bon, c'est pas la mémoire, 6, ouais. Et 6 chiffres. Et désormais, chaque fois que vous vous connecterez à votre application, quelle qu'elle soit, vous entrerez votre mot de passe, et ça ne suffira pas, l'application vous demandera un code supplémentaire. Vous prendrez votre smartphone, vous irez dans Google Authenticator, vous regarderez la ligne qui correspond à votre application, et vous renseignerez ce code temporaire. Et là, vous êtes infiniment plus sécurisé qu'avec un simple mot de passe. Donc, ça note dans votre application de don en ligne. Eraser ne peut pas vous forcer, en tant qu'organisation, à le forcer pour vos utilisateurs, mais en tant que responsable de traitement, vous êtes tenu, en tout cas, il est difficilement justifiable auprès de la CNIL que vous ne l'ayez pas activé. Je vais le formuler comme ça. Donc, je vous encourage plus que vivement à l'activer dans votre back-office. Donc, c'est à votre administrateur de le faire, aussi parce que vous devez préparer vos petits camarades en interne, parce qu'il faut leur dire avant. Parce que sinon, s'ils n'ont pas installé tout ce qu'il fallait avant sur leur smartphone, ils ne pourront plus se connecter, ils seront bloqués, ils vont dire « Ah, je fais comment pour me connecter ?» Un petit peu plus. Une fois que c'est forcé, c'est forcé. Donc, il faut accompagner tous vos petits camarades dans vos organisations pour le faire. Maintenant, je vais vous parler de surface d'attaque. Puisque, en fait, on est vulnérable à hauteur des protections que l'on met, mais aussi à hauteur de l'exposition qu'on se donne. Et en fait, réduire sa surface d'attaque, c'est aussi l'un des meilleurs moyens d'éviter de se faire attaquer. Je vais vous préciser quelque chose qui est super important de garder à l'esprit, c'est quand on est sur Internet, Internet c'est un lieu pas sécurisé, en revanche, vous, de base, vous êtes dans un environnement confiné, donc sécurisé. Quand on va chercher de l'information sur Internet, pour la récupérer ou pour la pousser, on s'en fiche. On n'a pas besoin de s'exposer sur Internet. D'accord? C'est un petit peu, vous êtes dans votre forteresse, dans votre château. Si vous avez besoin de récupérer quelque chose, de pousser de l'info ou de la récupérer, vous n'êtes pas à meurtrière, il ne se passera rien, il n'y aura pas de retour, il n'y a pas de souci. En revanche, quand vous laissez un tiers d'Internet récupérer des choses chez vous ou vous poussez de l'information, ça n'est pas le même mécanisme. Vous êtes obligé de créer une porte. Vous êtes obligé de créer une porte d'entrée, un pont-levis dans votre château, et là, vous vous exposez. Donc, exemple, vous avez votre application préférée, vous avez votre CRM, vous voulez faire transiter de la donnée de façon sécurisée vers ou depuis votre CRM. La façon classique, dite moderne, de faire les choses, c'est d'ouvrir une API. Vous ouvrez une API, donc vous ouvrez une porte dans votre CRM complètement. Votre CRM, il est exposé. Du coup, il faut la blinder, cette porte, mais vous l'exposez. Donc oui, les API web, ce sont les interfaces de communication les plus couramment utilisées aujourd'hui. C'est une porte vers l'extérieur pour écouter, pour répondre les requêtes qui sont envoyées au CRM. Le serveur doit donc s'exposer et exposer toutes ces données. Et même si pour un petit truc, vous allez exposer tout votre CRM. C'est donc potentiellement très dangereux, mais encore une fois, chaque action que l'on fait tous les jours est dangereuse. Donc la question est toujours d'évaluer le bénéfice-risque de ce que l'on fait. Il faut donc mesurer la nécessité. On ouvre généralement une API quand on a besoin de communication synchrone. Si c'est du temps réel, oui, il n'y a pas le choix. C'est du temps réel, donc il faut ouvrir une porte. Si ce n'est pas du temps réel, si vous n'avez vraiment pas besoin de temps réel, vous n'avez vraiment pas besoin d'une API, il faut évaluer les alternatives parce que oui, les alternatives existent. Et au pire cas, il faut sécuriser. Sécuriser vos API avec du MFA, je reviendrai dessus après. Analogie, quand vous vous faites livrer un colis. Ouvrir une API consiste à donner les clés à votre facteur pour qu'il livre le colis chez vous. Est-ce que vous avez vraiment besoin de donner les clés à votre facteur pour qu'il livre un colis chez vous? A priori, on a trouvé une façon plus sécurisée pour éviter que le facteur entre chez soi. Ça s'appelle la boîte aux lettres. Ça existe aussi, c'est-à-dire ce motif, donc on l'appelle plutôt tampon en informatique. C'est le mécanisme du tampon, vous pouvez appeler boîte aux lettres, qui consiste à mettre une boîte aux lettres entre les deux. Et donc votre application pousse la donnée, donc souvent un SFTP, c'est quand même le plus simple, et votre CRM va récupérer la donnée. Personne ne s'est exposé. L'application ne s'est pas exposée, le CRM ne s'est pas exposé, le SFTP est exposé. La boîte aux lettres, elle est sur la voie publique, elle est exposée. Mais à la limite, quel est le problème? Donc, ça paraît old school, mais vraiment, ça ne l'est pas. Si les banques l'ont gardé, ce n'est pas parce que les banques sont old school. C'est parce qu'il faut vraiment des mécanismes sécurisés pour faire transiter des données critiques.
Donc ça évite à votre CRM et à votre application de s'exposer inutilement sur Internet, et ça limite le risque, puisque si jamais il y a intrusion, l'intrusion sera ici, ce sera donc sur des données temporaires. Ce ne sera pas tout votre CRM, ce ne sera pas toute votre base de données applicative, mais uniquement les données que vous aurez transmises. Et normalement, si vous avez fait les choses bien, quand vous recevez du courrier, vous le relevez, le courrier, vous ne le laissez pas dans la boîte aux lettres. Pareil, vous poussez les informations sur votre SFTP préféré, vous récupérez les infos et vous les supprimez. Donc la plupart du temps, votre boîte aux lettres, elle est censée être vide. Je vais donner un exemple qui est très courant, qu'on me demande souvent. Je veux un compteur sur mon site web. Youpi, c'est bien, il faut, c'est super, et on pousse à le faire. Sauf que le faire par API, eh bien, ça signifie exposer toute l'application pour afficher un montant. Alors, bénéfice-risque, honnêtement, il y a un truc simple. Les applis bien faites ont des webhooks, elles sont faites pour ça. On pousse l'information, et de ce côté, on va juste lire la donnée qui est sur un fichier dans lequel on a mis l'information. Vous voulez juste un chiffre, pas compliqué de pousser. Donc, les applications sont faites pour, elles poussent l'information de votre compteur ailleurs, et si vous allez appeler une URL, c'est un fichier qui est sur Internet, et si le fichier se fait avoir, il y a le compteur dedans. Il n'y a rien de bien grave. En revanche, si vous avez ouvert votre appli juste pour du compteur, c'est un petit peu tricky. Si vraiment vous avez besoin d'une API, et bien sûr il y a des cas qui nécessitent des API, je ne tape pas sur les API, je dis juste que chaque fois que vous avez un besoin, il faut évaluer le meilleur moyen pour y accéder, pour y parvenir, sans se mettre en risque déraisonnablement. Quand vous avez besoin d'une API, vous devez la protéger par du MFA, et pour les API, il n'y a pas le choix, le MFA c'est les IP, ce sont les IP, parce qu'il ne peut pas y avoir d'OTP, puisque ce sont des serveurs, des applications qui appellent le CRM, donc l'application ne peut pas utiliser les méthodes manuelles comme l'OTP. Donc, ce sont les IP. Et donc, si vous avez des API chez les prestataires et qu'on ne vous a pas demandé d'IP, qu'on ne peut pas sécuriser par IP, c'est généralement pas top. Et donc, dernière remarque sur la surface d'attaque. Avez-vous vraiment besoin de toutes ces données dans votre base de données? Le risque est proportionnel au volume de données et à leur exposition. Donc l'exposition, on vient d'en parler, mais le volume également. Donc ne gardez dans votre base de données que ce qui est essentiel. Avez-vous vraiment besoin des 30 dernières années dans votre application de don en ligne? J'ai un doute, dans votre CRM très probablement. Alors après, la CNIL, de toute façon, elle a dit 30 ans, ça fait trop. Donc déjà, sur du paiement, on est sur 10 ans. Et quand bien même, est-ce que vous avez besoin d'avoir toutes les infos? Donc les questions à vous poser, c'est: est-ce que l'exposition que votre demande ajoute à votre service base de données est vraiment pertinente? Est-ce que vous avez besoin que votre site web interroge votre CRM en temps réel pour récupérer un prénom? Je l'ai vu, je veux les derniers donateurs. Oui, est-ce que ça vaut le coup d'ouvrir tout votre CRM pour avoir les 5 derniers donateurs? Est-ce que vous pouvez utiliser une boîte aux lettres? Dès que vous le pouvez, faites-le. Si un donateur veut un reçu fiscal de 2013, d'il y a 10 ans, il doit le faire en un clic. Si vous voulez vraiment qu'il le fasse en un clic, ça veut dire toute une mécanique avec des API et des choses très exposées. Si vous acceptez que ça se fasse en asynchrone, qu'il y ait une demande qui parvienne à votre serveur, que votre serveur mine tout ça en offline et lui envoie par email, il n'y aura pas de risque. Donc, posez-vous la question de savoir si c'est vraiment, si le niveau de contrainte que vous imposez est acceptable. Le volume de données, donc est-ce que vous avez besoin de faire transiter toute votre base de données dans ce répertoire SFTP? Je l'ai vu. J'ai vu des clients qui mettaient beaucoup d'informations, puisqu'ils utilisent des webhooks, c'est très bien, mais qui ne nettoyaient jamais. Donc, il y a beaucoup de choses qui s'accumulent dans leur SFTP. Attention, avez-vous besoin de 10 ans d'historique dans votre application? Et quand même, je reparle des cookies, alors pas d'un point de vue consentement, mais les cookies est aussi une information personnelle qui peut être volée. En fait, si quelqu'un chope l'ordinateur rapidement de la personne, le cookie va contenir des informations personnelles. Donc, n'oubliez pas non plus d'avoir une politique en matière de cookies, pas seulement en matière de consentement, mais en matière de nettoyage de cookies saine. Voilà pour ce qui est de la réglementation. Maintenant, je vais vous parler un petit peu de la sécurité des paiements en ligne et en particulier de la DSP2. Je rappelle un petit graphe qui a poussé un petit peu à la DSP2, qui était le nombre d'escroqueries à la carte bancaire. Donc vous voyez, de 2010 à 2016, ça explosait. J'ai arrêté à 2016 parce que c'est là où les acteurs ont commencé à dire qu'il va falloir faire quelque chose. Sachez juste que depuis, évidemment, donc ça a continué de grimper jusqu'en 2019-2020, parce qu'entre le moment où la DSP2, je vais expliquer ce que c'est, est obligatoire et le moment où tout le monde applique et tout le monde est prêt, il se passe un petit peu de temps, et enfin, ça commence à décroître.
puisque enfin tout le monde à peu près est d'équerre sur le sujet. La DSP2, du coup, quiz. Hop. Quel est l'impact principal de la DSP2 pour la collecte de fonds en ligne? Est-ce que vous voyez bien les trois propositions? Vous voyez bien la question? Ouais. Ouais. Timekeeper, je suis toujours dans le temps. C'est bon? Jusqu'à combien? Encore 5 minutes. Bon, bah, je suis dans le temps, c'est bien, ce sont les dernières slides. Donc la DSP2, que maintenant, plus ou moins, vous devriez tous connaître. Alors, c'est trop. Alors, ne quittez pas. Donc, est-ce que c'est l'organisation qui collecte des dons qui doit demander une authentification forte à chaque transaction sous peine de sanction? Est-ce que toutes les transactions en ligne font l'objet d'une authentification forte? Donc ça, c'est le fantasme commun. Et en fait, la bonne réponse, c'est la troisième, c'est que c'est désormais la banque du donateur qui prend la responsabilité et qui doit déterminer si la transaction doit faire l'objet d'une authentification. Et ça change tout. Je m'explique. Avant la DSP2, vous aviez le mécanisme de 3DS qui consistait, pour le marchand, commerçant, vous, en tant qu'organisation, à demander une authentification. Ça sécurisait, en fait, le but du jeu, c'était de sécuriser plus ou moins le porteur de la carte, le donateur, mais en fait, comme tout le monde avait peur, ça crée de la friction, et que le donateur ou l'acheteur n'abandonne son panier, personne ne demandait. Donc même s'il y avait un mécanisme en place, peu de personnes l'utilisaient, donc on ne protégeait jamais le porteur de carte, et donc de toute façon, ça ne le protège pas tant que tout le monde ne l'applique pas. Donc la directive européenne, l'Europe a établi une directive, la DSP2, en anglais PSD2, qui a transféré la responsabilité à la banque du payeur, du porteur de carte, en disant maintenant, c'est toi qui prends le risque. Tu demandes une authentification si tu veux, mais si tu ne la demandes pas, en cas de litige, c'est toi qui payes. Alors forcément, quand on dit à la banque, si tu ne demandes pas une authentique, c'est toi qui payes, alors la banque, ça l'écoute de demander une authentique, donc elle ne veut pas la demander systématiquement, et puis elle ne veut pas non plus ralentir, dire un don en gros de 3 €. Tu n'as pas trop envie de demander une authentification pour un don de 3 € en ligne. Par contre, à partir de 30 €, oui, on demande, sauf si on s'aperçoit que c'est un donateur régulier, et finalement c'est une transaction qui passe de façon récurrente, donc il n'y a vraiment aucune raison de s'en méfier, alors là on ne demandera pas d'authentification. Mais c'est la banque du porteur de carte qui prend cette responsabilité-là, et ça change tout, puisque du coup maintenant, en tant que porteur de carte, on est protégé partout. Et même s'il y a un problème, c'est la banque qui va se débrouiller. C'était à elle de prendre son risque. Et donc, c'est de là qu'on entend parler du... Alors, il y a DSP2 et il y a 3DS2. Donc, 3DS2, en gros, c'est le mécanisme d'authentification. La DSP2, c'est la loi. La 3DS2, c'est en fait l'implémentation de la MFA, dont on a parlé avant, ou de SCA. C'est ainsi que c'est expliqué dans la DSP2. Mais bon, ce qui vous intéresse, DSP2, 3DS2. La 3DS2, c'est le mécanisme d'authentification. La DSP2, c'est la loi qui l'a imposée. Mais la DSP2 a aussi apporté plein de bonnes choses. Oups. Pardon. Elle a aussi dit aux banques, bon, maintenant, vous allez ouvrir pour le coup, vos API bancaires à d'autres, parce que vous êtes un petit peu en situation monopolistique sur l'exploitation de vos propres services, pour ouvrir l'espace à d'autres acteurs, pour qu'ils puissent inventer de nouvelles expériences en matière de paiement en ligne. Et donc, la DSP2 a obligé les banques à ouvrir leurs API au FinTech, l'AIS, donc qui permet d'accéder aux comptes, et le PIS, donc d'initier des paiements à partir des API bancaires, sans passer par en fait, les traditionnels flows de cartes bancaires ou des autres flows que les banques auraient pu développer elles-mêmes. Et donc, c'est là que FinTecture a fait... c'est grâce à la DSP2 que FinTecture a pu être créée il y a quelques années de cela, en nous proposant une nouvelle expérience de paiement, grâce à donc, qu'on va appeler l'open banking, mais en tout cas le virement instantané, c'est ce qu'on a mis en place il y a quelques années avec FinTecture, et d'autres petites choses que FinTecture va vous expliquer
nos petits camarades vont vous expliquer dans quelques instants. Et juste avant de leur passer la parole, est-ce que vous avez des questions, des doutes, des interrogations, des angoisses peut-être? Je ne sais pas si, mais là tu vois des questions. Tu peux cliquer aussi sur le chat là. Normalement, ouais. Petite question. Ouais. En tant que fundraiser, on a une équipe qui travaille à signer les dossiers en ligne auprès des fondations, des entreprises. On crée un compte auprès des fondations, par exemple, d'entreprises, et on utilise 3 à 4 personnes le même compte, en fait, si on travaille en même temps sur le dossier. C'est niet, il ne faut pas le faire, c'est ça? En fait, c'est surtout une question de... alors, peut-être répéter la question pour qu'ils entendent. Bonjour. C'est pour qu'en ligne, parce qu'il y a 80 personnes en ligne. Ah, pardon. Bonjour, je suis Arina Bourobina, je suis responsable de la collecte des fonds et des partenariats au sein des Azaki et Sambacha, l'association qui intervient à Madagascar. En tant que fundraiser, je travaille sur les demandes de financement auprès des fondations d'entreprises, des fondations et des institutions. Et assez souvent, on soumet les dossiers en ligne, on crée un compte client auprès d'une fondation et des fois, on est à 2 à travailler sur le même dossier en ligne parce que ce n'est pas possible de créer 2 comptes d'utilisateurs différents pour accéder au même dossier. Comment est-ce qu'on procède? Est-ce que c'est bien d'avoir 2 personnes qui utilisent les mêmes identifiants pour se connecter à un espace en ligne ou c'est pas recommandé du tout? Alors, 2 choses. Soit vous n'avez pas la possibilité de créer plusieurs comptes. C'est ça. Et ça arrive, puisque vous... Sinon, le dossier saute, le dossier sur lequel on travaille en même temps, c'est plus accessible. Vous devez utiliser un gestionnaire de mot de passe pour ça. OK. Donc, un Dashlane, LastPass. Alors après, quand vous êtes une petite organisation, ça ne va pas vous coûter grand-chose. Je pense que les 5 premiers comptes sont offerts généralement. Enfin, quand il y a 5 utilisateurs. Quand il n'y a pas beaucoup d'utilisateurs, ça ne coûte pas cher. Après, ça coûte cher quand vous avez une grosse orga. Mais vous devez... Normalement, c'est obligatoire. Hein. Okay. Vous devez avoir Dashlane, LastPass, un gestionnaire de mot de passe partagé, qui porte bien son nom, hein, donc cherchez sur Google. Gestionnaire de mots de passe partagé. Et si vous avez des comptes partagés, vous devez les mettre là-dedans. Pas de tableau Excel. Ah non, pas de tableau Excel avec les mots de passe. Merci, c'est clair, merci. Est-ce qu'il y a une autre question? Non. Je crois qu'en ligne, il y a une question qui va arriver. Alors, avez-vous des recommandations concernant la gestion des risques cyber pour une toute petite structure qui n'a pas de connaissances ni le temps de mettre en place toutes les mesures de conformité? Existe-t-il des prestataires externes? Alors, ça dépend du périmètre qui vous intéresse. Vous avez votre système d'info. Là, vous allez avoir des acteurs spécialisés pour sécuriser vos systèmes d'information, mais ça dépendra aussi des informations critiques que vous avez. Si vous êtes peu, vous avez en gros un Google Drive ou l'équivalent chez Microsoft ou chez un autre prestat, vous n'avez que ça. Vous avez activé la NFA et que vous gérez correctement vos droits, bon, vous n'avez pas une surface d'attaque extraordinaire. Votre surface d'attaque va principalement venir des données qui sont critiques, donc des données de vos donateurs et donc de vos prestataires en la matière. Et là, c'est à vous de vérifier que vos prestataires sont bien calibrés pour gérer en fonction du risque des données que vous leur confiez. Si c'est votre prestataire CRM, il vaut mieux qu'il soit, ou de dons en ligne, sont censés être très costauds. Si c'est votre site web, alors je suis toujours un peu embêté parce que c'est souvent à des agences qu'on confie des sites web, donc pas forcément des partenaires technologiques. Donc il faut au moins qu'il y ait un acteur qui gère le contrôle d'accès, qui vérifie. Alors parfois chez les agences, il y a au moins une personne qui sait le faire. Mais oui, sinon se faire accompagner. Oui, il y a des prestats externes. Alors j'en ai pas à recommander. Ça dépend vraiment de ce que vous voulez sécuriser. Quand on veut sécuriser des applications, des serveurs, des gros volumes de données, on est avec des acteurs, en gros, qui coûtent très très cher. À chaque fois qu'on leur passe un billet de 50 000 €. Hein. Donc c'est sûr, c'est pas taillé pour ce dont vous avez besoin. Donc vous avez surtout besoin d'avoir des garanties de la part de vos prestataires. Et pour votre système d'info interne, de le limiter au minimum. Et si vraiment vous avez besoin de choses un petit peu plus étendues, oui, vous faire accompagner par des prestats qui vont au moins vérifier votre politique de sécurité. Concrètement, qu'est-ce qu'on leur demande aux prestataires? Demain, moi je suis à l'association, je veux vérifier si mon prestataire est conforme et qu'est-ce que je lui demande? Vous décrivez exactement le périmètre que vous voulez sécuriser en disant j'ai un site web. En gros, si vous avez un site web, je veux vérifier que la politique, que mon site web est sécurisé et que la politique de gestion des utilisateurs de mon site web est suffisante.
Et là, il va vous dire, bon, en gros, vous avez un WordPress, il va vous dire, bon, déjà, votre interface d'administration WordPress, elle n'est pas limitée par IP, vous allez vite me la limiter par IP, vous n'êtes pas censé accéder, parce qu'en plus, WordPress, il n'y a rien qui se fait plus trouer, comme ça qu'on dit en sécurité, hein, trouer que les WordPress, c'est la cible d'attaque numéro 1 dans le monde. C'est un petit peu la Twingo des sites web. Et donc, toutes les failles de WordPress sont connues. Donc, il y a des patchs tous les jours. Donc, en gros, je suppose que si vous avez un WordPress, vous n'appliquez pas les patchs toutes les semaines. Donc, du coup, si vous êtes une cible intéressante, vous allez vous faire trouver. Donc, et tous les trous, sont soit de l'interface d'administration, le fameux admin. Donc, lui, à restreindre par IP. Il y a plein de modules sur WordPress. De toute façon, si vous voyez, vous allez en ligne sécuriser un WordPress, vous allez avoir une liste des choses à faire. Et évidemment, après, ça dépendra des modules que vous allez installer dessus. C'est des modules formulaires et des modules qui permettent d'avoir des entrées dans votre appli. C'est là où il va y avoir un petit risque. Donc, en gros, si vous vous faites accompagner par votre prestat, il est censé vous dire ce module, il est sécurisé, mais pensez à activer ça, pensez à activer ça. Et surtout, ne laissez pas public votre interface d'administration. Voilà. Autre question? Eh bien, c'est parfait. Merci beaucoup. Et je vais laisser la parole maintenant à toute lecture.